Stanislas, si je commence par le Crédit Agricole, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le sujet? Est-ce que vous, au Crédit Agricole, vous avez réfléchi également à l'évolution de la manière dont le reporting financier peut évoluer? Oui, on a fait plus que réfléchir, puisque normalement, si tout se passe bien, en 2017, sur les données 2016, on publiera un rapport intégré. Donc un rapport intégré, grosso modo, si on prend vraiment la chose par le petit bout de la lorgnette, c'est juste, on ne change rien à la documentation réglementaire obligatoire qui se trouve dans ce document affreux que personne ne lit, qui est le document de référence. Mais en revanche, sur des documents plus accessibles, plus multi-publics, grand public, qui sont le rapport d'activité d'une part ou le rapport RSE, on va les mélanger pour traiter en même temps l'information classique, économique et financière, et l'information extra-financière. Mais je dis par le petit bout de la lorgnette parce que si on ne s'attache qu'à ce document, et si on dit rapport intégré d'ailleurs, on ne voit pas ce qui est important dans cette démarche, qui pour moi est une véritable démarche de transformation en fait, de l'entreprise. Et John l'a très bien dit à l'instant. Donc je préfère parler de reporting intégré. Et effectivement, nous, on a donc engagé ce process depuis déjà pas mal de temps, pas mal de mois. Et cela veut dire que si on veut avoir une démarche d'intégration des différents éléments qui permettent de créer la valeur de l'entreprise et qui permettent de montrer comment le business model de l'entreprise va préserver sa résilience dans le temps, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on ait évidemment un regard prospectif, qu'on casse les silos et du coup qu'on fasse travailler ensemble la stratégie, c'est une démarche profondément stratégique, et avec évidemment la direction financière, la direction du développement durable, d'autres directions importantes, notamment la communication bien sûr, mais les RH, parce que dès qu'on est dans un processus de transformation, il y a des sujets très très importants de gestion des ressources humaines de l'entreprise. Et avant même qu'on ait fait cette première étape visible, qui est la production d'un document, moi je vois avec plaisir quand même certaines habitudes qui sont en train de changer du fait d'un pilotage de ce process où on met ensemble des gens qui, au début, ne savaient pas du tout de quoi on parlait, y arrivaient vraiment avec même parfois un petit peu de réticence et se prennent au jeu petit à petit parce que c'est passionnant. Pourquoi c'est passionnant? Parce que effectivement, on regarde, comme John l'a dit, vers l'avenir plutôt que regarder vers le passé. Et je pense qu'on a un regard aussi plus intelligent sur ce que l'entreprise, comment elle se regarde elle-même, comment elle décortique sa façon de faire les choses, sa façon de contribuer à l'écosystème dans lequel elle agit et du coup de créer sa valeur de façon pérenne. Donc vous confirmez que ça peut être un outil, en tout cas dans la réflexion sur le reporting, ça peut être un outil de communication ou d'échange entre la direction financière et les gens du développement durable. Oui, complètement. Alors après, je ne dis pas que tout est simple, hein, on pourra y revenir plus tard. Les directions financières, surtout dans les banques, sont assaillies de contraintes, notamment réglementaires, comme la direction des risques, mais c'est un très très bon instrument pour faire réfléchir les gens ensemble, absolument. D'accord. Alors, est-ce que dans le groupe Carrefour, Bertrand, comment vous avez organisé, vous avez cassé ce mur qui existe parfois entre la direction financière et le développement durable? Alors, je ne sais pas si le mur est cassé, mais c'est vrai qu'il y a 4 ans, quand notre PDG nous a demandé une stratégie construite en matière de RSE, pour lui, c'était assez évident que ça devait être intégré. D'ailleurs, il l'a nommé lui-même « bien faire notre métier ». Donc, bien faire notre métier, c'est vraiment l'illustration de ce que nous, on vit un peu au quotidien. D'abord, je voudrais donner quelques exemples pour illustrer un peu ce que nous, on fait. D'abord, le premier exemple, c'est qu'on est venu avec Vanda, et je lui laisserai la parole sur la partie d'investissement. Notre stratégie, elle s'appelle, premier axe, lutte contre le gaspillage. Deuxième axe, protection de la biodiversité. Et troisième axe, travailler avec nos partenaires. Vous voyez bien que l'axe numéro 1, lutter contre le gaspillage, il y a un aspect économique très clair. Hein, c'est comment je fais pour optimiser les dépenses de l'entreprise. Alors, est-ce que vous le pilotez avec les financiers? Donc là, quand on arrive avec cet axe-là, les financiers le prennent et disent oui, montons ensemble un comité anti-gaspi. Donc on a un comité anti-gaspi avec la strate, avec le contrôle de gestion, avec les marchandises. Et là, on se pose la question, donc qu'est-ce qui coûte le plus cher? L'énergie? Comment on peut faire?
Donc là, je laisserai Vanda expliquer ce sujet de l'énergie. Ensuite, les invendus. Que peut-on faire? Les invendus, c'est du gaspillage alimentaire. Comment on fait pour travailler, pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Les emballages, les transports. Donc vous voyez, l'anti-gaspi, ça rentre bien dans une dynamique financière. Donc ça a été assez facile. Ce qu'il fallait dans bien faire notre métier, c'était respecter les codes. Une entreprise, ça optimise ses dépenses et ça améliore ses ventes. Et donc pour améliorer nos ventes, nous, on a pris le sujet de la biodiversité. On s'est dit comment le sujet de la biodiversité pouvait être un créateur de valeur sur nos produits. Et je vais donner quelques exemples. D'abord, quand on vend des fraises et qu'on arrive à faire des fraises sans insecticide après floraison, ça crée de la valeur. Le client y est sensible, le client les achète. On a fait les premières fraises là au mois de mai. Ça a bien marché, les clients en redemandent, on n'a pas eu assez. Quand on décide de commercialiser un poulet nourri sans antibiotiques, c'est une façon aussi de créer de la valeur. C'est une façon de changer les modes de consommation. Et vous voyez, par exemple, on avait envisagé d'en vendre avec les poulets d'Auvergne, on avait envisagé d'en vendre 3000. 3000, 4000, on suit ça avec les équipes marchandises. Et aujourd'hui, on en vend 13 000. 13 000 par semaine. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça construit avec les coopératives d'Auvergne, ça construit sur le territoire de nouvelles possibilités de produire des poulets, etc. Donc, il y a un aspect financier évident. Et donc ça, une direction RSE, elle ne peut pas le faire seule. Elle le fait avec ses équipes, elle entraîne les équipes. Vous avez 13 000 poulets de cette sorte sur un marché de combien? C'est l'ensemble. Non, mais en fait, on ne le mesure pas du tout comme ça. Je n'aurais pas le chiffre exact du nombre de poulets commercialisés chez Carrefour. Ce que je veux vous dire, c'est que dans un projet comme celui-là, l'indicateur, il est économique. Mais vous voyez bien que quand il est économique et qu'il apporte un atout pour la société, c'est de la RSE. Et que ça, il faut réussir à le faire assez naturellement. Il ne faut pas se dire, tiens, il y a de la RSE, il n'y a pas de RSE, etc. Il faut rester assez naturel. Et je pense qu'avec le sujet de la biodiversité, c'est un sujet clé, dans les produits, à chaque fois, on apporte de la valeur. Et le partenariat? Je vais revenir sur ce qu'a dit John, sur la partie des ressources qui diminuent. Vous savez, avec nos équipes financières, on se rend compte que depuis il y a 4 ans de sécheresse au Brésil, on prend 40% de hausse du coût de l'énergie. L'énergie chez Carrefour, c'est 1% du chiffre d'affaires. Ça fait 680 millions d'euros. Donc il faut juste comprendre que ça, c'est économique, mais en même temps, c'est très lié à la protection de l'environnement. Et donc c'est la raison pour laquelle on met en place des projets de réduction de la consommation d'énergie, des projets de réduction des émissions de CO2 et des projets à plus long terme de modification de la façon dont on construit les magasins. Vanda, vous voulez peut-être donner donc comment ça fonctionne? Vous êtes plutôt dans la partie financière? Oui, tout à fait. Donc moi, je travaille à la direction financière de Carrefour et je suis en charge du comité d'investissement du groupe. Et en fait, la démarche, je pense, de Bertrand a été de voir comment faire en sorte d'implémenter les objectifs qui avaient été donnés par Carrefour, par exemple en termes d'émissions, de réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Donc nous, on a travaillé très concrètement pour voir comment est-ce que, par exemple, au niveau du comité d'investissement du groupe Carrefour, on pouvait prendre en compte ces données d'émissions de gaz à effet de serre dans nos critères d'analyse d'intérêt de réaliser des projets d'investissement. Donc, ce qui nous arrange, c'est que les technologies bas carbone sont en général, même quasiment pour la totalité des cas, des technologies qui permettent des réductions de consommation d'énergie, donc de réaliser des économies d'énergie. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas simplement d'isoler en fait la partie des investissements qui permettaient de faire des réductions de consommation d'énergie et également d'atteindre les objectifs communiqués par le groupe Carrefour et voir comment ça pouvait créer de la valeur, rendre l'actif plus durable, permettre de réaliser des économies d'énergie et comment en fait cette partie d'investissement était créatrice de valeur et devait être identifiée et être mise en exergue. Et concrètement, donc, vous parlez, vous avez des réunions régulières, comment ça fonctionne entre les investissements et les objectifs de réduction des consommations, par exemple? On monte un projet, on en discute, on se pose la question. Je suis obligé de dire à Vanda, oui, le CO2, il y en a dans nos meubles froids, le HFC se transforme en CO2. On discute, on interagit, et puis après, on sort le projet prix du carbone.
et puis on se demande au fur et Comment à mesure on va du projet, l'intégrer. on se demande comment on va l'intégrer. Mais nous, à partir du moment quand le projet est lancé, on n'est pas plus expert que Vanda sur le sujet. On est là pour Absolument travailler pas. ensemble. Et qui pilote votre comité anti-gaspi, par exemple? C'est l'investissement ou... Anti-gaspi, c'est le Alors, contrôle de anti-gaspi, gestion chez nous. ouais, anti-gaspi, c'est le contrôle de gestion. Et là, Prix du carbone, on a- c'est plutôt l'investissement, c'est plutôt Vanda. Ouais, enfin, il y a une réflexion sur déjà comment fixer un prix du carbone. Et nous, notre rôle à nous, ça a été de voir comment l'intégrer dans notre modèle de valorisation des actifs. Donc là, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. On est en train de faire une communication auprès de l'ensemble des directeurs financiers de l'ensemble des pays du groupe Carrefour pour leur dire, désormais, ce sera une partie de l'analyse qui devra être réalisée sur chaque projet d'investissement qui sera présenté. Donc c'est une manière, en fait, de donner déjà, de sensibiliser sur ce sujet, de donner une culture générale et de se créer aussi une base de données qui pourra être utilisée ensuite pour voir le montant d'investissement qui aura spécifiquement été décidé, notamment parce que ça permettait de réduire les consommations d'énergie, et puis après un peu mesurer ce qu'on aura pu économiser. Très bien. Voilà. Alors, Emmanuel Legrand, peut-être quelques mots sur la CDC, mais surtout sur comment vous voyez cette intégration entre finance et développement durable. Finalement, comment vous avez appréhendé ces sujets au sein de la Caisse? Alors d'abord, effectivement, quelques mots sur le groupe Caisse des Dépôts, si vous permettez. Tout d'abord, pour vous dire que notre action à nous, elle est d'abord d'essayer d'être exemplaire sur ces sujets-là. Et nous faisons par beaucoup de vecteurs. Nous sommes engagés à investir 15 milliards d'euros entre 2014 et 2017 pour financer la transition énergétique en France. Et c'est en bonne voie. Nous avons pris des engagements sur le climat. Le premier étant de décarboner notre portefeuille. Alors, notre portefeuille, pour le groupe, grosso modo, c'est 450-500 milliards d'euros. Donc, c'est petit par rapport à BlackRock, par exemple. Mais ça reste 500 milliards d'euros. Voilà, on a signé le Montréal Pledge qui était mentionné tout à l'heure. Et puis, on a pris des engagements chiffrés très précis qui sont de diminuer de 38% l'empreinte carbone de notre portefeuille immobilier et d'ici à 2030 et de 20% le portefeuille action d'ici à 2020. Alors sur le portefeuille action, ça passe exactement comme c'était expliqué tout à l'heure, d'abord par un dialogue actionnarial, un engagement actionnarial, un dialogue avec les sociétés dont nous sommes actionnaires, ce qui a eu lieu sur l'ensemble des quasiment 100 sociétés du SBS 120 dont nous sommes actionnaires. Et troisième point, nous avons également des politiques d'exclusion, puisque nous avons décidé, en même temps qu'AXA d'ailleurs, on l'a annoncé le même jour, de ne plus investir et de ne plus avoir dans le portefeuille d'actifs charbon thermique. Voilà. Et puis, alors on va y mettre un green bond vert aussi, on verra si on les met après l'État français ou avant, enfin, c'est quelque chose qui est en cours et sur lequel nous travaillons activement. Le dernier point sur lequel on essaye d'être exemplaire et même de faire un peu plus, c'est un axe d'innovation. Alors vous savez que le groupe a créé dans l'ordre chronologique Novetic en 2000, quand tous ces sujets émergeaient. Novetic qui aujourd'hui est un acteur de l'ISR que vous connaissez, j'imagine tous, qui aujourd'hui va opérer le label Tech. On a créé CDC Biodiversité en 2008. Et alors, ça me permet de répondre à une question que j'ai vu apparaître tout à l'heure. C'est effectivement, on ne parle pas beaucoup des autres aspects de la RSE, on parle beaucoup de climat aujourd'hui, pour une raison, à mon sens, très simple. C'est que sur le climat et sur les émissions de gaz à effet de serre, nous disposons d'outils qui permettent d'intégrer tout ça, de quantifier, de mesurer, de vérifier, de donner de la transparence, parce qu'il y a un historique de 15 ans sur la finance carbone. Et ce qui n'est pas le cas sur la biodiversité, par exemple, et c'est pour ça que CDC Biodiversité vient de lancer un club qui s'appelle B4B+, que je vous invite tous à rejoindre, pour travailler sur ces méthodes de quantification des empreintes, de l'empreinte de biodiversité en l'occurrence. Et puis, évidemment, le dernier axe qui est important, c'est ces climats qu'on a créés en 2010, qu'on a dû fermer en 2015 compte tenu de l'état du marché. Donc on a réintégré une partie des activités. Mais ça a donné lieu à la création de l'Institut I4C, qui est un institut de recherche économique public, qui fait des très bonnes publications. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, là, ils viennent de publier, par exemple, le panorama des financements climatiques en France, qui montre qu'il y a à peu près déjà 32 milliards d'euros qui sont investis dans la transition énergétique sous différentes formes et par différents acteurs. Et puis, c'est un institut qui a toujours cherché à être innovant,
Par exemple, ils avaient publié en 2014 un papier sur ce qu'ils avaient appelé les SUMO, ça veut dire Smart Unconventional Monetary Policies, et qui traite du cœur de sujet, à mon sens. Et ça visait, alors ça a été mentionné par Jean Pisani-Ferry tout à l'heure, ça proposait un certain nombre de pistes pour intégrer ces questions, alors en l'occurrence climatiques, au cœur du système financier international, avec 3 méthodes possibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour les mentionner. Une première qui est d'utiliser les droits de tirage spéciaux du FMI, qui servent entre les États. Une deuxième qui est de faire un quantitative easing au niveau des banques centrales, focusé sur le green. Et un troisième qui serait effectivement, comme le mentionnait Jean Pisani-Ferry, d'utiliser des crédits des certificats carbone qui pourraient servir de collatéral quand on dépose dans le système financier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il se passe un tas de choses. Et effectivement, et tout ça s'est accéléré d'ailleurs depuis 2 ans, depuis 2014 à peu près, ça a été mentionné tout à l'heure. L'UNEP-FI a commencé, a mis des réflexions sur la table. La Chine avance assez fort, a par exemple établi un cadre assez clair pour l'émission de green bond en Chine. Le fonds norvégien, ça a été mentionné, a exclu le charbon de son portefeuille. Il y a le fameux rapport du FSB qu'on mentionnait tout à l'heure. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont très positives et qui bougent. Et puis il y a toute l'action volontaire, en particulier des entreprises et des acteurs économiques que vous représentez et que vous menez, qui sont extrêmement positives, y compris les rapports intégrés qu'on mentionnait tout à l'heure. Néanmoins, dans notre travail, qui est de proposer des pistes de financement un peu innovantes de ces sujets-là, nous mesurons chaque jour le chemin qu'il reste à parcourir. Et alors, je vais en donner quelques exemples. Bon, il y a un exemple qui a été mentionné tout à l'heure sur lequel je vais pas revenir, mais qui est important, c'est que la direction financière d'une entreprise, à la fin, elle a des normes comptables, elle doit les appliquer. Ça s'appelle IFRS 9, on va y passer aussi. Et dans ces normes, il y a effectivement quelque chose qui est très court-termiste, qui est la valeur de marché à laquelle vous devez valoriser tout ce que vous avez dans votre bilan. Ça ne va pas dans le sens du durable. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet que je voulais mentionner... Est-ce que vous, la Caisse des dépôts, par exemple, sur ce sujet de la comptabilisation... on va être soumis exactement aux mêmes règles. Ouais, il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont battus contre ça, mais on est... Et est-ce que, par exemple, vous n'avez pas des propositions à faire sur la comptabilité carbone ou des choses comme ça ? Alors, on avait fait un certain nombre de propositions dans le cadre du Club des investisseurs de long terme sur l'intégration d'une visibilité de long terme dans la comptabilité des entreprises et des banques. Et puis, on a essayé aussi de faire des propositions sur des domaines plus spécifiques qui sont, par exemple, nous avions travaillé sur le financement de la rénovation des logements privés. Nous avions contribué aux travaux menés par le Shift Project, je vois Alain Grandjean là-bas dans la salle, sur le financement de la rénovation des bâtiments publics. Et ce qu'on a vu dans tout ça, c'est que, typiquement un sujet que tout le monde connaît, parce que ça a été dans la presse pendant des années, et ça l'est toujours, la question de la dette publique, par exemple, n'intègre pas une vision particulière sur ces questions climatiques ou environnementales. Or, on pourrait très bien imaginer, par exemple, que les actions entreprises, les investissements réalisés par les États pour la rénovation thermique, par exemple de leur patrimoine bâtimentaire, soient exclus de la dette publique dans la mesure où il y a des bénéfices immédiats. La dette publique ou des ratios prudentiels, ce sont des pistes pour Christian Thumann. Alors, même question sur les ratios prudentiels. J'ai compris, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt que la FBF travaillait maintenant sur les ratios prudentiels des banques pour savoir combien de fonds propres il faut mettre en face de tel ou tel actif. Alors c'est vrai que l'approche traditionnelle de ces ratios prudentiels, c'est une approche très financière. Néanmoins, on a bien vu qu'il peut y avoir des composantes politiques. Quand il a fallu essayer de soutenir les PME en Europe, on a touché aux ratios prudentiels dans la comptabilité, dans le bilan des banques, et c'est un effet assez immédiat sur la façon dont les banques appréhendent ces sujets-là. Parce qu'on revient un peu sur la table ronde précédente en parlant de ces sujets, mais sinon vous vouliez rajouter quelque chose, non, Emmanuel, ou... Alors, oui, non, mais simplement, parce que dans le rôle de la Caisse des dépôts, on a un rôle de banque de développement qui est un peu particulier, et on essaye aussi de faire des propositions là-dessus. Moi, je voulais souligner une chose, parce que je trouve qu'il y a souvent un hiatus là-dessus. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est investissement vert, nous n'arrivons pas à le traiter comme une classe d'actifs à part entière. Donc, j'ai bien entendu ce que disait Olivier Millet sur le fait qu'on peut avoir au sein d'une classe d'actifs, typiquement de private equity,
des sous-poches qui sont de l'ISR. Mais il y a quelque chose, et je pense qu'on aura franchi un grand pas quand on arrivera à déterminer une classe d'actifs d'investissement vert. Ça n'existe pas aujourd'hui. Avec une vraie difficulté, c'est que typiquement les sujets sur lesquels nous travaillons, par exemple les énergies renouvelables, on les qualifie aujourd'hui assez facilement d'infrastructures, ce qui est vrai quand on finance un parc éolien offshore qui va coûter 2 milliards d'euros, qui a bien les caractéristiques d'une infrastructure, ce qui est sans doute un peu moins vrai quand on finance des petits parcs photovoltaïques et des petits parcs éoliens. Donc là aussi, pour l'industrie financière, il y a toute une adaptation à faire parce qu'on est en train de parler de choses très différentes, typiquement sur la transition énergétique. On n'est plus sur des modèles d'infrastructures centralisées, on est sur des choses très diffuses qu'il faut arriver à financer différemment. La vraie difficulté aujourd'hui, ça a été mentionné, mais je voulais le redire, et c'est une difficulté pour nous, c'est l'approche court-termiste et l'approche d'optimisation par les marchés à court terme. Un exemple très concret sur le marché d'électricité. Et vous savez que le cadre européen pousse à ce que le marché de l'électricité soit réglé par les mécanismes de marché. C'est un marché qui est devenu extrêmement volatile et c'est comment vous voulez faire pour un investisseur qui doit financer une infrastructure dont la durée de vie est 20 ans ou 30 ans, donc le temps d'amortissement est à peu près équivalent, quand vous ne savez pas prédire et qu'il n'y a pas d'outil de couverture sur le marché, le prix à 3 ans. Donc il y a des vraies difficultés structurelles qu'il ne faut pas négliger là-dessus. J'en ai un tas d'autres exemples auxquels nous sommes confrontés. La comptabilité publique, par exemple, on a essayé de pousser un modèle qu'on appelle lean tracking. Il y a un truc tout bête, lean tracking, il s'agit simplement de favoriser le financement de mesures d'investissement d'économie d'énergie, de rénovation énergétique des bâtiments, en créant un fonds interne dans la comptabilité d'une entité publique. Simplement, en comptabilité publique, vous savez compter les investissements et puis vous avez de l'autre côté les dépenses. Comptabiliser les dépenses évitées, et ça c'est sans doute pas vrai uniquement pour la comptabilité publique, mais comptabiliser les dépenses évitées, c'est quelque chose de compliqué. Ouais, comme le carbone évité. Alors, je voudrais revenir quand même aux outils qui permettent de conduire la transformation dans la direction financière. Vous avez mentionné les green bonds. Peut-être, Stanislas, vous pouvez nous dire quelques mots sur cet outil. Est-ce que c'est un moyen de nouer le dialogue entre finance et développement durable au sein de l'entreprise ? Oui, enfin, avant de répondre à cette question, je voudrais juste dire, c'est mon point de vue, nuancer un peu ce que disait Emmanuel. Sur beaucoup de sujets, je ne pense pas qu'il y ait de problème de financement. Il y a des problèmes, on peut faire mieux, on peut faire plus vite. Il y a évidemment effectivement des problèmes de cadre réglementaire, de cadre prudentiel. Je pense que l'idée du Green Supporting Factor qui a été évoquée tout à l'heure est formidable de ce point de vue-là. Mais en fait, on le voit notamment dans l'habitat, sur l'efficacité énergétique de l'habitat. C'est pas un problème de financement, c'est un problème d'appétence, c'est un problème d'équilibre de marché et en fait de prix, parce que est-ce que le consommateur s'y retrouve ou pas, ou l'investisseur s'y retrouve ou pas. Alors on peut jouer un petit peu en ce moment parce que il y a des approches patrimoniales qui peuvent être intéressantes, mais les approches budgétaires, on va rentrer dans ces sous. Sur ce sujet-là précis, on les voit pas tellement. Alors, si je reviens à votre question, du coup, il y a quand même eu beaucoup et c'est pas fini, ça commence. Il y a évidemment beaucoup de jus de cerveau sur mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dans la finance comme instrument un peu plus intelligent qui permettent de faire plus vite. Et un truc, alors là pour le coup très basique, mais sur lequel tu m'interroges, qui sont les green bonds. Effectivement, nous on a pensé que c'était un mécanisme intéressant. Je dis très basique parce que les green bonds c'est une obligation, tout ce qui est de plus classique. La seule chose qu'on fait, c'est que on dit plutôt que de financer n'importe quoi, elle va financer des actifs verts. Alors modulo effectivement la définition de ce qu'on entend par actif vert. Et puis il va y avoir une traçabilité, vraiment une transparence sur qu'est-ce qui s'est passé, comment on a financé, est-ce qu'on a bien respecté les engagements, etc. Dans les corporates, ça oblige quand même le trésorier à parler avec le directeur de développement durable. Alors, donc ça, c'était tout petit dans les années 2010. Il n'y avait que les banques de développement qui le faisaient. Et puis, ça s'est développé pas mal. Ça s'est développé toujours avec les banques de développement et ensuite avec les grandes collectivités locales. Et effectivement, les corporates, ils sont venus dans un second temps et ça s'est beaucoup développé. On a vu tout à l'heure un graphique là, qui le montrait clairement du CDP. Et
Et pourquoi? Alors, je pense que ça va continuer à se développer. Pourquoi? Parce que certaines entreprises, tout d'un coup, se sont rendues compte qu'avec ce produit-là, elles avaient accès à des investisseurs qu'elles ne touchaient pas forcément avant, avec une obligation classique. Et notamment des investisseurs qui étaient à la recherche de produits qui rentraient dans leur stratégie d'investissement et qui étaient un peu verts, un peu décarbonés, un peu. Donc, on va retomber sur les fonds de pension, les fonds ISR, etc. Aujourd'hui, évidemment, il y a une appétence pour ce genre de produits qui se développe. Les entreprises l'ont bien compris. Il y a aussi une désintermédiation relative du marché en Europe, du financement du marché, qui fait que les entreprises sont de plus en plus actives dans l'émission de dette. Et puis, on commence à voir, ça c'est tout à fait nouveau, on l'a entreaperçu tout à l'heure aussi avec l'introduction du CDP, une petite prime. Au début, on ne voyait pas du tout ça. Il y avait une prime au sens où on touchait des investisseurs qu'on ne touchait pas forcément avec d'autres produits. Ça, c'était en soi intéressant. On diversifiait ses financements. Mais maintenant, on peut parfois arriver à avoir de l'argent moins cher avec un green bond. Alors après, le marché a une dynamique qui a fait que les États-Unis se sont mis sur le marché il y a 2-3 ans, notamment avec les grandes collectivités américaines. On a vu ce marché-là s'ouvrir. Maintenant, il y a le marché chinois qui arrive, avec des collectivités chinoises. Il faut faire un petit peu attention. Enfin, je suis d'accord sur le fait que les Chinois font beaucoup de green bond. Il faut aussi être, pour éviter le greenwashing, extrêmement strict sur c'est quoi un green bond. Je ne suis pas persuadé que le cadre chinois soit parfaitement mature de ce point de vue-là. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le marché lui-même fait la police, si je puis dire, avant même que le régulateur ait dit quoi que ce soit. Et donc, dès 2014, il y a eu les Green Bond Principles qui visaient à encadrer un peu ce qu'on faisait, et puis qui se développent. Et aujourd'hui, on arrive à des degrés d'exigence où non seulement on dit ce qu'on va financer, comment on va sélectionner les projets qui vont être financés par le Green Bond, comment on va être transparent sur ce qui s'est passé, et même dans la mesure d'impact maintenant. Donc on arrive quand même à un degré de sophistication dans la transparence de ce qui est fait, qui, me semble-t-il, et à condition que tout ça n'est pas obligatoire, mais je veux dire les bons Green Bonds, entre guillemets, respectent ces principes, et je trouve que c'est quand même assez ambitieux. Donc tout ça, ça fait effectivement discuter ensemble les différentes directions de l'entreprise, et surtout, ça montre l'intérêt de ces sujets-là aux directions financières. Qu'elles soient... Alors, chez moi, évidemment, c'est manifeste, parce que dans une banque, on dit c'est du bon business. C'est un business qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, et on l'a développé, on est très content de le faire, et ça développe aussi des relations avec des clients. Et pour un émetteur, c'est très intéressant, évidemment, puisque ça lui fait une source de financement, parfois avec une prime, et donc les directions financières spontanément s'intéressent. Je trouve que la finance climat, de façon générale, a une puissance d'entraînement des directions stratégiques et financières et des directions générales qui est intéressante, parce qu'on voit bien qu'il y a une pression politique, sociétale on qui l'a est senti dans la importante. table ronde précédente. Et donc, très focalisé sur le climat. et donc il y a une sorte de conscience, et puis quand on voit que ça peut se matérialiser dans le business, évidemment, on y va. Quelques retours d'expérience sur comment, à l'intérieur du Crédit Agricole, qui est une structure complexe, comment vous avez réussi à faire passer des idées de développement durable à d'autres fonctions, dont la finance ? Parce que du coup, vous n'avez pas besoin de vous financer avec les green bonds. Peut-être que vous en faites également, mais c'est pas... Alors nous, en fait, je vais être tout à fait transparent, on fait des green notes. Donc c'est CACIB, notre banque de financement et d'investissement, qui est elle-même un des acteurs majeurs dans le monde d'arrangement de green bonds pour des clients. Mais elle émet aussi du papier green bond qui refinance, qui finance des projets verts qu'elle porte. On a voulu faire des green bonds Crédit Agricole émetteur. BNP l'a fait il n'y a pas longtemps. Pour le moment, on ne l'a pas fait parce qu'on n'était pas content. On voulait faire quelque chose d'un peu gros. Et quand on regardait ce qu'on avait en magasin, on n'arrivait pas à compter suffisamment, notamment le diffus que tu évoquais à l'instant. Et donc, on était un peu inquiet sur le degré de transparence des sous-jacents qu'on pouvait avoir. Et puis, si on se met à émettre, on a envie aussi d'émettre de façon régulière. Donc, on ne l'a pas fait en tant qu'émetteur encore. Mais vous avez peut-être d'autres... ça nous intéresse. Dans votre tour d'expérience, en tant que Et directeur développement durable, comment vous avez sur fait le reste, ce qu'il faut, c'est il faut être persévérant, ne jamais
abandonner, de mon expérience, pousser tout un tas de sujets en même temps, et dans un groupe comme le nôtre, décentralisé, diversifié, multicarte, avec des cultures fortes, et une culture du consensus, et pas on va dire, trop directive top-down. Il faut convaincre. Ce qui me va bien d'ailleurs, parce que si on veut que le développement durable soit vraiment dans le business, il faut que ce soit approprié, et du coup, on ne peut pas le forcer. Ça va marcher, mais ça ne va pas marcher dans la durée. Donc, il faut pousser les choses, ça mature petit à petit, et je pense qu'il faut intéresser au maximum ceux à qui on parle avec leur langage et leurs préoccupations. Et puis aussi s'appuyer sur des directions qui sont elles-mêmes importantes dans l'entreprise, qui ont un pouvoir prescriptif d'entraînement. Donc dans une banque, moi je sais que je m'appuie beaucoup sur la direction de la conformité, par exemple, évidemment la stratégie, la RH, la direction des achats. J'aimerais bien m'appuyer sur la direction des risques, je le fais aussi, mais ça c'est plus compliqué parce qu'ils sont eux-mêmes assaillis par beaucoup de demandes du régulateur, mais ils y viennent. Pour compléter, pour finir peut-être chez Carrefour, quels sont les blocages que vous constatez et comment vous pouvez les surmonter? Est-ce qu'il y a des blocages entre finance et développement durable? Pas seulement, pas finance, mais ce qui est difficile, c'est d'initier les projets. Vous voyez, par exemple, je voudrais donner un exemple sur des marchés comme le marché de la banane. C'est le premier chiffre d'affaires de rayon fruits et légumes, hein, des hypermarchés. Carrefour, c'est 60 000 tonnes de bananes par an. Comment on fait pour que ces bananes, elles passent entièrement au bio? Comment on fait pour que ces bananes, elles aient des critères agroécologiques et qu'on arrive à 100% de bananes? Là, il y a un petit gap à passer où il faut convaincre nos équipes de se dire que la banane bioéquitable, c'est un bon challenge. Allez-y. Le client va comprendre, il faut expliquer au client. Et l'illustration, elle est qu'on s'en rend compte 2 ans après si c'était un bon projet. Mais vous voyez, la banane bioéquitable, aujourd'hui, cette année, on finit à 15 000 tonnes. 60 000, et le projet sera réussi quand on aura passé les 50%, et quand un jour on aura les 60 000 tonnes. Et je suis un peu d'accord avec certaines réactions. Il faut aller très vite. Et pour aller très vite, il faut que notre client soit là. Et il faut que le fournisseur... La montée en puissance qui est compliquée. La montée en puissance, elle doit être progressive. Le client doit répondre. C'est pas si évident que ça que le client fasse le choix du bio. Et ensuite, le fournisseur, lui, venant de République dominicaine, de Costa Rica, lui, à se dire, mais quelle origine je vais devoir développer, quel business je vais développer, peut-être en Afrique, pour produire des bananes qui seront 100% bio-équitables. Vous voyez, ça doit être très évolutif. Donc, j'ai entendu qu'on n'allait pas assez vite, mais il faut le faire aussi. Et c'est notre difficulté. Notre difficulté, c'est faire maintenant les choses que l'on voit pour le futur. C'est le temps court, le temps long. Et ça, voilà, il faut réussir, comme Stanislas le souligne, il faut sur plein de fronts différents. Il faut réussir à initier des projets. Mais quand c'est initié et quand c'est dans le métier, comme celui que j'ai expliqué pour la banane, ça marche à tous les coups. C'est une forme d'intégration et ça reboucle avec ce que John L'Elliott expliquait au début. On va s'arrêter là-dessus. Merci à vous tous pour votre participation.